Un homme mesurant 174 centimètres, un menton fuyant, des lunettes à monture ronde, un estomac constamment en ébullition à cause de douleurs psychosomatiques. Ce n'était pas un général brillant, ce n'était ni un orateur comme Goebbels, ni un stratège comme Rommel. C'était un fils de la bourgeoisie bavaroise qui avait échoué en tant qu'agriculteur, qui n'avait jamais combattu au front, qui s'évanouissait à la vue d'une trop grande quantité de sang, et qui, dans le même temps, supervisait l'appareil de terreur le plus sophistiqué que le monde ait connu jusqu'alors. Le 7 octobre 1900, le deuxième fils de Gebhard Himmler, professeur de grammaire et ancien précepteur du prince Heinrich de Bavière, naquit à Munich. L'enfant reçut le nom de son parrain royal, Heinrich. Ce lien avec la maison de Wittelsbach n'était pas purement symbolique. Il a marqué toute son enfance. Son père, Gebhard, était un homme aux aspirations élevées, obsédé par la bienséance, les bonnes manières, la discipline scolaire et la loyauté envers la monarchie. Il contrôlait minutieusement les progrès scolaires de ses fils, surveillait leurs amitiés, corrigeait leurs journaux d'été, leur enseignait la sténographie et la philatélie comme exercice de patience. Le petit Heinrich, physiquement fragile, sujet aux infections, dont le teint serait décrit des décennies plus tard par ses camarades de classe comme d'une pâleur frappante, apprit très tôt que l'on gagnait en visibilité grâce à une obéissance parfaite et à des notes impeccables. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Heinrich avait 14 ans. Son journal intime de ces mois-là est un mélange révélateur. Des notes sur les victoires prussiennes copiées à partir des télégrammes du journal local, entrecoupées de notes sur les fois où il était allé se baigner cet été-là. 37 fois, selon son propre décompte. Mais la guerre le fascinait avec une intensité qui dépassait les jeux de stratégie avec son ami Falk Zipperer. En août 1914, il écrivit « Falk et moi jouons à l'escrime, cette fois-ci avec 40 corps d'armée, la Russie, la France et la Belgique contre l'Allemagne et l'Autriche. Le jeu est très intéressant. » Son frère aîné, Gebhard, s'était engagé dans l'armée en 1917. Son meilleur ami, Falk, également. Heinrich, qui appartenait à ce qu'on appelait la « génération de la guerre des jeunes », était trop jeune pour aller au front. Il tenta tout de même sa chance. Il fit pression sur son père pour qu'il fasse jouer ses relations à la cour et l'inscrive dans le régiment d'infanterie le plus prestigieux de Bavière. Les listes étaient complètes. Il passa des mois à enchaîner les stages et les casernes, mais l'armistice fut signé le 11 novembre 1918 avant qu'il n'ait pu tirer un seul coup de feu. Il ne devint pas officier. Il ne se rendit pas au front. Ce fait allait le hanter toute sa vie. Des années plus tard, dans des discours prononcés devant des généraux de la Wehrmacht, il laisserait échapper des phrases telles que « En 1917, je suis devenu sous-lieutenant et, jeune homme, j'ai vécu la Révolution », omettant de préciser qu'il avait passé la majeure partie de son temps chez ses parents. Peter Longerich, dans sa biographie définitive de Himmler, publiée par Oxford University Press en 2012, souligne qu'aucun article de presse affirmant que Himmler avait servi au front n'a jamais été démenti par lui. La frustration liée à cet échec a alimenté tout ce qui a suivi. Après la guerre, sa carrière militaire étant terminée, Heinrich s'inscrivit à l'école technique supérieure de Munich pour étudier l'agriculture. Ce choix surprit sa propre famille. Les Himmler étaient des citadins, des professionnels de la classe moyenne, sans aucun lien avec la campagne. Mais Heinrich avait tout calculé. À la faculté d'agronomie, il trouverait des officiers démobilisés qui, comme lui, cherchaient à renouer avec la vie militaire. Au cours de l'année de stage précédant ses études, il travailla dans une ferme à Oberharnstadt, sur le domaine du conseiller économique Winter. 12 heures de travail par jour, 6 jours par semaine. Il chargea à lui seul 105 sacs de seigle de 2 quintaux chacun au cours d'un après-midi d'août 1919, comme il le nota fièrement dans son journal de travail. Mais son corps, qui n'avait jamais été son allié, le trahit en moins de 5 semaines. Il fut admis à l'hôpital d'Ingolstadt avec un soupçon de paratyphoïde. Le médecin de famille constata une hypertrophie cardiaque et lui prescrivit du repos. Pendant sa convalescence, il lut avec voracité Jules Verne, des romans historiques bavarois, le Faust de Goethe, mais aussi
Dès cet automne 1919, son premier ouvrage ouvertement antisémite, un pamphlet contre les francs-maçons rédigé par Friedrich Wichtel, député autrichien qui assimilait la franc-maçonnerie au judaïsme et rendait les deux responsables de la défaite allemande pendant la guerre. La note de Himmler dans la marge du livre disait « Un livre qui éclaire tout et nous dit qui nous devons combattre en premier ». Il obtint son diplôme en juillet 1919 sans avoir passé l'examen officiel, grâce à un décret spécial en faveur des anciens combattants. Il travailla ensuite brièvement dans une entreprise de fabrication d'engrais à Schleißheim. L'entreprise fit faillite. En 1922, il la quitta. Il était déjà pleinement engagé dans le mouvement national-socialiste. L'homme qui allait mettre en place le plus grand appareil policier de l'histoire européenne avait été, avant l'âge de 30 ans, un étudiant en agronomie sans terre, un ouvrier dans une entreprise d'engrais sans avenir professionnel, et un poète amateur médiocre qui écrivait des vers avec son ami Falk Zipperer. Cette médiocrité n'était pas un accident de l'histoire, elle en était le moteur. À l'automne 1919, Himmler était tiraillé entre deux mondes qu'il ne parvenait pas à concilier, la foi catholique dans laquelle il avait été élevé et l'antisémitisme racial qui commençait à le séduire dans les cercles étudiants de Munich. Le litige en question concernait ce qu'on appelait la « affaire du duel », la question de savoir si les Juifs pouvaient être membres des fraternités universitaires avec le droit de se battre en duel. Les fraternités germanophones d'Autriche les en excluaient depuis des décennies. Les étudiants aux tendances radicales voulaient en faire de même à Munich. Mais en 1919, Himmler était encore un membre pratiquant de l'Église catholique qui s'opposait à cette marginalisation. Son journal intime du 4 décembre 1919 rend compte de cette tension avec une franchise qu'il ne manifestera que rarement par la suite. Après le dîner, j'ai eu une conversation sur le judaïsme, les questions d'honneur et autres. Une discussion très intéressante. J'y réfléchissais en rentrant chez moi. Je crois que je me dirige vers un conflit avec ma religion. 3 jours plus tard. Quoi qu'il arrive, j'aimerai toujours Dieu et je prierai pour lui, et j'appartiendrai à l'Église catholique et je la défendrai, même si elle m'en exclut. Cette tension s'est résolue lentement, sans rupture dramatique visible de l'extérieur. En 1925, lorsqu'il adhéra au NSDAP, le catholicisme n'était plus qu'un outil utile à certains moments. L'antisémitisme racial était déjà sa cosmologie centrale. Mais ce qui est remarquable chez Longerich, c'est qu'il souligne un point dérangeant. Cet antisémitisme n'a jamais été le centre absolu de la vision du monde de Himmler. Il s'inscrivait dans un ennemi plus vaste, plus diffus, qui incluait également les francs-maçons, les jésuites, les homosexuels et surtout le christianisme lui-même. Les juifs en constituèrent le noyau, mais les ennemis de Himmler étaient tous ceux qui menaçaient la reconstruction d'une race germanique imaginaire. Ce qui l'intéressait le plus au fond, c'était l'anticatholicisme. Lorsque Heinrich Himmler prit ses fonctions de Reichsführer SS en janvier 1929, les SS ne comptaient qu'à peine 280 membres. Il s'agissait d'une garde de protection subordonnée à la SA, les troupes d'assaut d'Ernst Röhm, véritable force paramilitaire du parti. À cette époque, les SS étaient secondaires, méprisés, presque décoratifs. En novembre 1931, l'un de ses commandants régionaux indiqua dans une note de service qu'il était parvenu à faire passer les effectifs de son standard de 18 à 600 hommes en l'espace de quelques mois. C'était là le schéma typique de cette croissance explosive. Fin 1931, leur effectif total dépassait les 15 000 hommes. Après l'interdiction temporaire des groupes paramilitaires en avril 1932, levée en juin, les SS sont passés de 25 000 à plus de 41 000 membres en l'espace de quelques semaines. Au moment où Hitler prit le pouvoir en janvier 1933, ce nombre dépassait les 52 000. Comment y est-il parvenu? Longerich identifie un principe de gestion que Himmler a appliqué avec une constance presque monotone. Il a systématiquement recherché des hommes en échec et les a rendus dépendants. Les officiers de la Première Guerre mondiale qui n'avaient pas trouvé leur place dans la République de Weimar, les étudiants en droit qui ne parvenaient pas à obtenir un poste dans la fonction publique, les commerçants ruinés par l'inflation de 1923 et la crise de 1929.
À tous, il offrait la même chose, une carrière, une identité, une place au sein d'une élite qui se présentait comme la garde de l'avenir germanique. En échange, il exigeait une loyauté absolue. Mais cette loyauté n'était pas abstraite, elle était personnelle, elle lui était adressée. L'étude des fiches du personnel de la SS révèle une tendance. Himmler acceptait à des postes de direction des hommes ayant un passé compromettant, alcoolisme, dette, condamnation avec sursis, à condition qu'une relation de dépendance directe puisse être établie. L'homme que tu as sorti du fond du gouffre ne doit sa réhabilitation qu'à toi, et il le sait. Friedrich Jeckeln, qui serait plus tard responsable du massacre de plus de 100 000 Juifs dans la région baltique, écrivit à Himmler dans les années 1930. « Ce n'est que lorsque l'Allemagne sera libre que je pourrai réparer tout ce que la décadence de notre nation et de notre patrie a causé. » Il devait à Himmler d'avoir été tiré de la faillite, d'un deuxième mariage désastreux, du désespoir. Il n'a pas oublié cette dette. Le 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux, Himmler ordonna l'assassinat de 2 hommes qui avaient bâti sa carrière. Ernst Röhm, chef de la SA, avait été le premier parrain politique de Himmler au sein du parti, l'homme qui l'avait intégré dans les structures du pouvoir du NSDAP au milieu des années 1920. Gregor Strasser, ancien chef de la propagande du parti, avait également joué un rôle essentiel pour permettre à Himmler d'accéder à des postes d'autorité. Il les fit tuer sans hésiter. Le récit officiel du régime a présenté cette opération comme la répression d'un putsch ourdi par Röhm. C'était un mensonge. Il s'agissait en réalité d'une purge politique visant à éliminer la SA en tant que force rivale et à consolider le pouvoir de l'État entre les mains de la coalition Hitler-Himmler-Wehrmacht. La SA comptait alors 4,5 millions de membres, soit 9 fois plus qu'en janvier 1933. Röhm réclamait une deuxième révolution qui ferait de son armée populaire le cœur des forces armées du Reich. Les généraux de l'armée, qui y voyaient une menace existentielle, et Hitler, qui avait besoin de l'alliance avec les militaires de carrière, décidèrent d'agir. Himmler fut l'exécuteur. Ses unités SS, sous les ordres du commandant Theodor Eicke, celui-là même qui dirigerait plus tard le système des camps de concentration, arrêtèrent et exécutèrent Röhm dans la cellule 474 de la prison de Stadelheim le 1er juillet. Lorsqu'on proposa à Röhm un pistolet pour qu'il se suicide, il le refusa. Eicke et son adjoint Michael Lippert entrèrent dans la cellule et lui tirèrent 2 balles. Au total, entre 150 et 200 personnes furent exécutées au cours de ces journées. Parmi elles, Gregor Strasser, assassiné dans sa cellule de la Gestapo de Berlin. L'ancien chancelier Kurt von Schleicher et son épouse. Le général Ferdinand von Bredow. Le critique musical Eduard Schmidt, assassiné par erreur après avoir été confondu avec une personne portant le même nom de famille. 2 semaines plus tard, le 20 juillet 1934, Hitler signa le décret qui dissociait les SS de la SA et en faisait une organisation autonome, justifiant explicitement cette décision par les grands services rendus lors des événements du 30 juin. Himmler avait tué ses supérieurs et la récompense fut le contrôle indépendant de l'appareil de terreur du Reich. Lors d'une intervention ultérieure devant le personnel de la Gestapo, Himmler a décrit le 30 juin comme « le pire jour qu'un soldat puisse vivre ». Devoir tirer sur ses propres camarades, a-t-il déclaré, est l'expérience la plus amère qu'une personne puisse ou doive vivre. La décence de son langage, ce vocabulaire empreint de dignité et de souffrance morale, contraste de manière insupportable avec les faits eux-mêmes. Entre novembre 1933 et avril 1934, en moins de 6 mois, Himmler devint chef de la police politique de chacun des États allemands, l'un après l'autre. La méthode était toujours la même. Premièrement, identifier les dirigeants locaux qui avaient des problèmes avec les SA indisciplinés. Deuxièmement, proposer à ces dirigeants la solution, mettre les SS à leur service avec la garantie d'ordre et de discipline que les SA ne pouvaient offrir. Troisièmement, intégrer les personnes clés de chaque appareil policier local au sein des SS, créant ainsi une dette de loyauté personnelle. Quatrièmement, obtenir officiellement la nomination au poste de chef de la police politique.
À Hambourg, par exemple, Himmler entretenait des relations personnelles avec le Gauleiter Karl Kaufmann depuis 1927. Il l'aida à nommer Wilhelm Boltz, une de ses connaissances de longue date, au poste de chef de la police. Il nomma le nouveau chef de la police politique, Bruno Streckenbach, membre des SS. Il conféra à Kaufmann lui-même le grade de SS Oberführer. Une fois tout cela mis en place, le transfert officiel de la police politique au SS, le 24 novembre 1933, ne fut plus qu'une simple formalité administrative. Le seul obstacle sérieux fut la Prusse, le plus grand État d'Allemagne où Hermann Göring contrôlait la Gestapo d'une main de fer. Là, Himmler eut besoin de plus de temps et dut recourir à davantage de manœuvres. Il infiltra ses hommes au sein du personnel de la Gestapo. Il rassembla des éléments compromettants sur Rudolf Diels, le chef de la Gestapo prussienne. Il coordonna ses actions avec Göring contre le ministre de l'Intérieur Frick. En avril 1934, il obtint sa nomination au poste d'inspecteur de la police secrète d'État en Prusse. 4 mois plus tard, il en avait pris le contrôle opérationnel effectif. Le 17 juin 1936, avec sa nomination au poste de Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei, Reichsführer SS et chef de la police allemande, Himmler avait concentré entre ses mains le contrôle de l'ensemble des corps de sécurité de l'État. La Gestapo, le SD, la police de maintien de l'ordre, les services de renseignement, tout. Jamais auparavant dans l'histoire moderne de l'Europe, un seul civil n'avait exercé un tel contrôle sur les instruments de coercition de l'État. Le 20 mars 1933, 6 semaines après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Himmler convoqua une conférence de presse à Munich en tant que chef par intérim de la police municipale. Il annonça l'ouverture d'un camp d'internement pour prisonniers politiques sur le site d'une ancienne usine de poudre à Munich, à la périphérie de la ville. La capacité d'accueil serait de 5000 détenus. Les enquêtes sur la durée de la détention préventive, euphémisme désignant l'internement arbitraire sans inculpation ni procès, ne ferait que retarder le travail de la police. Par conséquent, chaque demande d'enquête entraînerait automatiquement un jour supplémentaire passé dans le camp. Les premières semaines, le camp était surveillé par la police de Munich. Le 2 avril, Himmler confia la garde du camp au SS. Le 11 avril, lorsque la police quitta l'enceinte où se trouvaient plus de 200 prisonniers, les SS déclenchèrent une vague de violence qui coûta la vie à 4 prisonniers juifs en l'espace de quelques jours. Les registres ont révélé que le commandant, Ilmar Weckerl, avait instauré une sorte de loi martiale interne, avec un tribunal de campagne habilité à prononcer des condamnations à mort. Le parquet de Munich a ouvert une enquête. Le procureur Wintersberger a personnellement confronté Himmler à des photographies des cadavres défigurés. L'enquête a été bloquée pour des raisons politiques. Weckerl a été remplacé. Son successeur fut Theodor Eicke, un homme que Himmler avait trouvé dans la même situation que tant d'autres, ruiné, fiché au casier judiciaire, rejeté par tous et entièrement dépendant de la protection de Himmler. Eicke introduisit à Dachau ce qui allait devenir le modèle de Dachau. Séparation stricte entre le camp et l'extérieur, système codifié de châtiments corporels, travail forcé, discipline féroce imposée aux gardiens et apparence d'un régime ordonné masquant la réalité de la terreur arbitraire. Le code disciplinaire et pénal d'Eicke stipulait que tout détenu tenant des propos politiques visant à provoquer des troubles serait pendu en tant qu'agitateur en vertu de la loi révolutionnaire. Tout détenu qui opposerait une résistance serait abattu sur le champ en tant que mutin. Les meurtres étaient systématiquement enregistrés comme des suicides ou des tentatives d'évasion. Himmler le savait. C'était lui qui signait les rapports falsifiés destinés au ministère de l'Intérieur de Bavière pour expliquer ces décès. En janvier 1934, il invita les dirigeants du parti et les Gauleiter à visiter Dachau. Cette visite fut présentée comme la preuve de l'ordre et de la normalité qui régnait dans le camp. En mars 1934, le ministre-président de Bavière, Ludwig Sieber, lui adressa, à la suite de sa visite, une lettre de félicitations pour les conditions de ce camp de détention modèle. Cette lettre fut publiée dans la presse allemande. En novembre 1933, alors qu'il consolidait encore son emprise sur les services de police allemands, Himmler découvrit un édifice qui correspondait parfaitement à ses fantasmes sur le ordre germanique qu'il souhaitait instaurer.
Le château de Wewelsburg, une forteresse triangulaire du XVIIe siècle située près de Paderborn, en Westphalie, que le district de Buren n'était plus en mesure d'entretenir. Le 22 septembre 1934, le château fut officiellement cédé à Himmler lors d'une cérémonie solennelle. Dans ses instructions initiales, il le décrivit comme parfaitement adapté à ses objectifs. L'objectif officiel était d'en faire une école de commandement des SS, mais il devint rapidement bien plus que cela. À partir de 1936, Wewelsburg commença à se transformer en un lieu de culte personnel. Himmler se rendit au château des dizaines de fois, y restant parfois plusieurs jours. En mai 1938, il y convoqua les plus hauts responsables de la SS, parmi lesquels Sepp Dietrich, Eike, Wolf, Daluege et Heydrich, pour une réunion d'état-major. En novembre 1938, il annonça qu'une conférence annuelle des Gruppenführer se tiendrait désormais au château, avec des serments solennels pour les nouvelles nominations. Ce qui était prévu à l'intérieur était plus difficile à classer. Il fit aménager la salle des Gruppenführer, ornée des blasons de ses plus hauts officiers. Ceux qui n'avaient pas d'armoirie familiale reçurent l'ordre d'en faire réaliser une, ainsi qu'une crypte dans la tour du château. Il ordonna que les bagues à tête de mort qui devaient être rendues au Reichsführer SS après la mort de leur porteur soient conservées dans une armoire spéciale à Wewelsburg. Il conçut un planétarium. Il prévoyait un trésor d'or et d'argent pour les temps difficiles. Il souhaitait pour sa chambre une tapisserie longue et étroite, représentant une jeune femme virginale, future mère. En janvier 1939, il ordonna que les publications sur Wewelsburg soient supprimées dans la mesure du possible. Les travaux d'agrandissement grandioses se poursuivirent jusqu'à la fin de la guerre, réalisés en partie par des prisonniers du camp de concentration auxiliaire de Niederhagen, où, entre 1941 et 1943, plus de 1200 personnes moururent d'épuisement, de maladies et de mauvais traitements. L'architecte Hermann Bartels élabora les plans d'un complexe monumental qui aurait fait de Wewelsburg le centre géopolitique de la future Europe germanique. Il ne fut jamais achevé. Mais ce qui exista bel et bien entre ces murs fut bien plus inquiétant que n'importe quel projet architectural. La matérialisation physique de la religion païenne que Himmler tentait de construire pour remplacer le christianisme. En octobre 1934, Himmler recruta au sein de son personnel du département de la race et de la colonisation un colonel à la retraite de l'armée impériale autrichienne, Karl Maria Willigut. Il avait 66 ans. Au sein de la SS, il opérait sous le nom de Weistor. Willigut affirmait être le dépositaire de la tradition du clan ancestral Assa, ainsi que le dernier représentant d'une royauté germanique secrète. Il affirmait posséder, grâce à des capacités médiumniques, la faculté d'entrer en contact avec ses ancêtres et d'accéder à un savoir occulte vieux de plusieurs millénaires. Il y avait consacré, des années auparavant, en 1903, un ouvrage intitulé « Les runes de Seyfried ». Son parcours récent comprenait 3 années d'internement psychiatrique à Salzbourg et une interdiction judiciaire prononcée en 1925. Himmler le savait, ou du moins, il l'a su par la suite, et cela n'avait aucune importance. Willigut rédigeait pour le Reichsführer SS des essais sur la préhistoire et les questions religieuses, et lui envoyait des poèmes de sa propre composition. Il lui proposa d'introduire en Allemagne une ancienne religion germanique en remplacement du christianisme. Il lui transmettait ce qu'il affirmait être un savoir occulte transmis oralement par le clan Asaouana, les 9 commandements de Dieu, dont le dernier disait « Dieu est le commencement sans fin, l'univers. Il est la perfection dans le néant et pourtant tout dans une connaissance 3 fois triple de toutes choses. » Himmler lui-même, en mai 1940, écrivit au directeur de l'Ahnenerbe, Walter Wüst, pour lui demander d'étudier, dans toute la culture nordique germanique aryenne, la représentation de la foudre, du marteau de Thor et de la hache du dieu de la foudre. Il souhaitait, écrivait-il, que soient rassemblées toutes les preuves, dans les images, les sculptures, les écrits ou les légendes, car il était convaincu qu'il ne s'agissait pas de tonnerres et d'éclairs naturels, mais d'une arme ancienne et hautement développée que possédaient nos ancêtres, bien sûr, seuls quelques-uns, à savoir les As, les dieux, et qui supposait une connaissance extraordinaire de l'électricité.
En 1936, Himmler promut Willigut au grade de SS-Brigadeführer en signe d'estime personnelle. En 1939, il l'écarta, en partie parce qu'Hitler avait fait une déclaration publique contre l'occultisme et en partie parce qu'il avait découvert son internement psychiatrique. Mais il ne rompit pas complètement leur lien. Il conserva dans son propre coffre-fort la bague en forme de crâne que Willigut avait dû rendre en quittant la SS. Il continua à le consulter sur des questions symboliques en 1940 et 1941. Longrich tire une conclusion difficile à réfuter. La fascination de Himmler pour l'occultisme était sincère, mais elle était subordonnée à une logique utilitariste. Si l'occultisme servait à construire la mythologie des SS, il était le bienvenu. S'il risquait de s'avérer politiquement gênant, et l'affaire Willigut l'a clairement démontré, il pouvait être écarté. En juillet 1935, Himmler fonda l'organisation de recherche la plus étrange, jamais financée par un État moderne. Le Deutsches Ahnenerbe, patrimoine ancestral allemand. Sa mission déclarée était d'étudier l'espace, l'esprit, les actions et l'héritage de la race nordico-indo-germanique à l'aide de méthodes scientifiques exactes. En 1939, l'Ahnenerbe comptait 137 chercheurs à son effectif et 82 autres collaborateurs. Il disposait de 59 départements distincts couvrant des domaines allant de l'archéologie préhistorique à la runologie, en passant par le folklore, la botanique, la météorologie, la spéléologie et la recherche en sciences occultes. Certains projets étaient tout simplement absurdes. L'Ahnenerbe a financé des expéditions visant à démontrer que les Sumériens étaient en réalité des Germains. Il a financé des recherches destinées à prouver que les pyramides des Canaries étaient l'œuvre d'une race nordique. Il comptait parmi ces départements l'un dédié à la radiesthésie, la localisation de l'eau et des minéraux à l'aide de baguettes, et un autre consacré à ce qu'il appelait les contes et sagas populaires. Il organisa une expédition en Islande pour filmer la vie des paysans afin de montrer que la pureté germanique d'autrefois avait survécu. Mais l'Ahnenerbe avait aussi du mordant. Selon Heather Pringle dans The Master Plan 2006, son personnel agissait en tant qu'inquisiteur, censeur et confisqueur. En 1938, ils se sont emparés, auprès de la Gestapo de Munich, de précieuses collections bibliographiques appartenant à des propriétaires juifs. Ils ont fait pression sur les universités allemandes pour que les chercheurs de l'Ahnenerbe obtiennent des chaires. Ils ont supprimé les publications archéologiques qui contredisaient leurs thèses. Ils ont confisqué, dans les territoires occupés, des pièces archéologiques, des manuscrits et des œuvres d'art. Himmler suivait leurs travaux avec une attention obsessionnelle. En 1939, il leur demanda d'étudier à quelle vitesse les grandes réalisations de l'histoire allemande avaient été accomplies, afin de s'en servir comme référence comparative avec le gouvernement d'Hitler. Ils griffonnaient des commentaires dans les marges de leurs rapports. Lorsque les résultats contredisaient ces théories antérieures, ils les rejetaient et demandaient de nouvelles recherches. L'expédition au Tibet de 1938 à 1939, dirigée par le zoologiste Ernst Schäfer et documentée dans les archives fédérales allemandes, illustre l'ampleur de ce délire. Schäfer passa des mois dans l'Himalaya à mesurer des crânes tibétains, à prélever des échantillons botaniques et à filmer des rituels locaux. Himmler espérait trouver des preuves que les Tibétains conservaient des traces de sang arien issues d'une civilisation ancestrale. Les résultats furent, scientifiquement parlant, nuls. Mais ce qui avait commencé comme une pseudo-science ridicule a pris une dimension criminelle lorsque l'Ahnenerbe a commencé à superviser des expériences médicales sur des êtres humains dans les camps de concentration. Cette histoire sera abordée plus loin. En décembre 1935, Himmler fonda l'association Lebensborn, source de vie, en réponse à ce qu'il qualifiait de scandale moral de l'hypocrisie sexuelle bourgeoise. L'idée derrière le Lebensborn était à la fois simple et troublante. Si les hommes de la SS mouraient à la guerre en ne laissant qu'un ou deux enfants, la race germanique subirait une perte irréparable. La solution consistait à créer des établissements où des femmes célibataires de sang nordique approprié pourraient accoucher en toute confidentialité, avec le soutien médical et financier de l'État, sans subir la stigmatisation sociale liée à un enfant illégitime.
La première maison de maternité du Lebensborn a ouvert ses portes en août 1936 à Steinhöring, en Haute-Bavière. Au début de la guerre, il en existait 6 autres. Le directeur médical était l'ancien médecin de famille des Himmler à Munich, Gregor Ebner, membre de la même fraternité universitaire d'escrime que Heinrich et ami personnel de ce dernier. Les mères admises devaient se soumettre à un examen racial rigoureux mené par des médecins de la SS qui appliquaient les mêmes critères que ceux utilisés pour les candidates au mariage avec des membres de la SS. Il était interdit aux médecins de révéler l'identité du père, même dans des circonstances médicales normales, sauf en cas d'obligation particulière imposée par le Reichsführer SS. En cas de circonstances particulières, Himmler se réservait le droit de garder totalement secrète, tant la naissance que l'identité du père. Le financement du Lebensborn provenait des cotisations obligatoires des membres de la SS. Ceux qui n'avaient pas d'enfants payaient davantage. Ceux qui en avaient 4 ou plus, légitimes ou illégitimes, en étaient exemptés. En octobre 1939, en pleine invasion de la Pologne, Himmler publia son célèbre Ordre de procréation, Zeugungsbefehl, comme l'appelait sarcastiquement la Wehrmacht, exhortant explicitement les soldats à avoir des enfants hors mariage avant de mourir au combat. Le texte disait littéralement « Au-delà des limites des lois et des conventions bourgeoises qui peuvent s'avérer nécessaires dans d'autres circonstances, il peut être, même hors du mariage, une noble mission, assumée non pas avec frivolité, mais avec un profond sérieux moral, pour les femmes et les jeunes filles allemandes de bonne lignée, de devenir mères des enfants des soldats partant à la guerre. » Le commandant en chef de l'armée, Walter von Brauchitsch, discuta de cet ordre avec Himmler en février 1940, non sans un certain malaise. Cela provoqua davantage de scandales dans les milieux militaires que les massacres de civils polonais perpétrés par les SS eux-mêmes au cours des mois précédents. Pendant les années d'occupation, le programme Lebensborn s'étendit au territoire conquis. En Norvège, 6 foyers de maternité furent créés, où naquirent environ 6000 enfants de soldats allemands et de femmes norvégiennes. Aux Pays-Bas, un système similaire fut mis en place. En Pologne et dans d'autres territoires occupés de l'Est, le programme Lebensborn fut également utilisé à des fins radicalement différentes, l'enlèvement d'enfants. Le 4 octobre 1943, devant les Gruppenführer réunis à Poznań, Himmler déclara sans ambiguïté « Si nous trouvons à l'Est du sang pur de notre race, nous le prendrons, et s'il le faut, nous enlèverons les enfants et les élèverons nous-mêmes. » Ce n'était pas de la rhétorique, c'était une politique en vigueur. Depuis 1941, des fonctionnaires du Bureau central de la race et de la colonisation et du Lebensborn parcouraient systématiquement les territoires occupés de Pologne, d'Ukraine et des Pays-Bas afin d'identifier des enfants présentant des traits physiques nordiques, cheveux blonds ou châtain clair, yeux bleus ou gris, nez droit, stature proportionnée. Ceux qui passaient la sélection raciale étaient séparés de leur famille. Dans le cas de Lidice, le village tchèque rasé en représailles à l'assassinat de Reinhard Heydrich en juin 1942. Les 88 enfants dont les pères avaient été fusillés et les mères envoyées dans des camps de concentration furent transférés dans un camp de l'Office central de réinstallation à Łódź. 7 d'entre eux furent identifiés comme aptes à la germanisation. Les 81 autres ont été déportés vers le camp d'extermination de Chelmno et assassinés. En juin 1942, Himmler a publié des directives explicites concernant les mesures à prendre contre les partisans, qui stipulaient notamment « Les hommes des familles coupables, voire dans de nombreux cas tous les membres du clan, doivent être exécutés. Les femmes de ces familles doivent être arrêtées et envoyées dans un camp de concentration. Les enfants doivent être emmenés hors de leur terre natale et regroupés dans la partie du Gau appartenant au Reich. » Au moins 4500 enfants du district de Zamość, en Pologne, dont les parents avaient été envoyés au camp de Majdanek comme main-d'œuvre esclave, ont été emmenés dans le Reich en vue de leur germanisation. Dans l'ensemble des territoires occupés, plus de 10 000 enfants, nés de l'union entre des soldats allemands et des femmes locales, ont été recueillis et placés dans des institutions d'aide sociale du parti nazi. Himmler pensait également aux enfants nés de l'union entre des soldats allemands et des femmes russes,
Hitler lui avait signalé le problème. Probablement entre 1 et 1,5 million d'enfants avaient été conçus par des soldats allemands sur le territoire soviétique. Himmler prévoyait de les identifier, de les soumettre à un examen racial et de ramener en Allemagne ceux de bon sang. Il laissait derrière lui ceux de sang médiocre. Mais même cela lui semblait néfaste, car nous ne pouvons pas savoir ce qui pourrait émerger de leur sang à la 3e, 4e, 5e ou 6e génération. Une autre note de ce même discours, consignée dans un 2e registre, mentionne l'éradication de la descendance indésirable. En août 1941, lors d'une visite à Minsk, Himmler assista personnellement à une exécution massive à la périphérie de la ville. Il était accompagné de Wolf, de Prutzmann et du cinéaste Walter Frenz, le photographe personnel du Führer, qui a probablement filmé la scène. Ce qu'ils ont vu, ce sont des groupes de 8 à 10 agents de police ou de sécurité qui, à tour de rôle, fusillaient des prisonniers, y compris des femmes. Un lieutenant de la police judiciaire qui dirigeait l'un des pelotons déclara après la guerre: « Après le premier coup de feu, Himmler s'est approché de la fosse et a regardé personnellement à l'intérieur, signalant qu'il restait encore quelqu'un en vie. Il m'a dit « Lieutenant, abattez celui-là ». Je lui ai obéi. Himmler est resté à mes côtés pendant que je l'exécutais. Pour Himmler et son entourage, tout cela n'était qu'un simple spectacle. Himmler s'adressa ensuite aux membres des pelotons d'exécution. Il leur dit que, même si les fusillades représentaient un lourd fardeau pour eux, elles étaient nécessaires dans la guerre des idéologies. Selon le témoignage d'Otto Bradfisch, chef de l'Einsatzkommando 8, Himmler affirma à cette occasion que le Führer avait donné l'ordre de fusiller tous les Juifs et que cet ordre devait être obéi sans exception. Ce que Himmler vit à Minsk le troubla également sur le plan pratique. Les exécutions massives posaient des problèmes logistiques, psychologiques et politiques. Les tireurs souffraient de graves troubles psychiques. Les fosses communes risquaient d'être découvertes. Il fallait trouver une méthode plus efficace. Le jour même de sa visite à l'hôpital psychiatrique de Novinky, au nord-ouest de Minsk, Himmler a, selon toute vraisemblance, donné l'ordre d'assassiner ses 120 patients au gaz. 5 semaines plus tard, une unité de police a exécuté cet ordre. Les expériences avec le gaz Zyklon B ont commencé dans le camp de prisonniers de guerre soviétique d'Auschwitz en septembre 1941. La première utilisation concernait 600 prisonniers soviétiques et 250 malades de l'hôpital du camp. Le 20 août 1942, lors d'une visite à Auschwitz, Himmler assista à l'ensemble du processus de sélection et de gazage d'un convoi de juifs néerlandais. Il ordonna d'étendre le programme. À la fin de l'année 1941, les premiers camps d'extermination de Belzec et de Chelmno étaient opérationnels. Sobibor et Treblinka suivraient en 1942. À Auschwitz-Birkenau, les 4 crématoires équipés de chambres à gaz sont entrés pleinement en service en 1943. Le système que Himmler avait mis en place étape par étape depuis Dachau en 1933 jusqu'à ses fours avait mis exactement 10 ans à atteindre sa forme définitive. Le 4 octobre 1943, au Grand Hôtel de Poznań, devant les Gruppenführer de la SS réunis en conférence, Himmler prononça le discours le plus extraordinaire de la Seconde Guerre mondiale. Il a parlé pendant des heures de la situation militaire et politique. Puis, il est en venu à ce qu'il a qualifié de « chapitre très grave ». Il a dit exactement ceci. « Aujourd'hui, je vais aborder en toute franchise une question très grave. Nous pouvons en parler entre nous en toute franchise, mais nous n'en parlerons jamais en public. Je veux parler de l'évacuation des Juifs, de l'extermination du peuple juif. La plupart d'entre vous savent ce que cela signifie de voir 100 cadavres rassemblés, ou 500 ou 1000. Avoir enduré cela et, à quelques exceptions près dues à la faiblesse humaine, être resté digne, cela nous a endurcis. C'est là une page non écrite qui ne sera jamais écrite, et pourtant glorieuse, de notre histoire. » 2 jours plus tard, il s'adressa aux dirigeants des Gau et du Reich. Il y ajouta « Je n'ai pas jugé justifié d'exterminer ces hommes, c'est-à-dire de les tuer ou de les faire tuer, puis de laisser leurs enfants grandir pour venger nos enfants et nos petits-enfants. Il a fallu prendre cette décision difficile, faire disparaître ces personnes de la surface de la Terre. » L'objectif était clair selon Longerich. Himmler voulait faire de son auditoire des complices.
Ceux qui écoutèrent le discours ne pouvaient plus invoquer l'ignorance ni se distancier du crime. Ils savaient. Et en sachant, ils étaient liés. À titre de garantie supplémentaire, il ordonna qu'une liste spéciale des Gruppenführer qui n'avaient pas assisté au discours du 4 octobre soit dressée afin de les informer séparément. Le texte des 2 discours prononcés à Poznań a été enregistré. Ces enregistrements ont survécu à la guerre. Ils ont été diffusés lors des procès de Nuremberg. C'est l'un des rares moments de l'histoire où l'organisateur d'un génocide a décrit son fonctionnement avec ses propres mots, en temps réel et sans détour. Entre 1942 et 1945, sous l'égide de Lahnenerbe et sous la supervision directe du médecin personnel de Himmler, le docteur Karl Gebhardt, ancien camarade de lycée à Landshut, des chercheurs affiliés à la SS ont mené des expériences sur des êtres humains dans plusieurs camps de concentration. À Dachau, le Hauptsturmführer Dr Sigmund Rascher a soumis des prisonniers à des tests de pression en haute altitude dans des chambres hypobariques conçues pour simuler les conditions auxquelles étaient confrontés les pilotes de la Luftwaffe. Les sujets perdaient connaissance, souffraient d'hémorragie cérébrale et mouraient. Rascher a documenté méthodiquement ces procédures, y compris les autopsies des défunts. Ces rapports parvenaient directement à Himmler. À Dachau également, entre octobre 1942 et mai 1943, des expériences sur l'hypothermie ont été menées. Les prisonniers étaient plongés dans de l'eau glacée ou exposés à un froid extrême, afin de déterminer les limites de la survie humaine et les méthodes de réanimation les plus efficaces. Himmler en était informé et s'intéressait personnellement aux résultats, en particulier aux possibilités de réchauffement par la chaleur animale, c'est-à-dire par le contact physique avec des femmes. À Ravensbrück et dans d'autres camps, le docteur Gebhardt a dirigé des expériences sur les sulfonamides menées sur des blessures artificiellement infectées de détenus, pour la plupart des prisonnières politiques polonaises, afin de comparer l'efficacité des antibiotiques. Les blessures étaient inoculées avec des bactéries responsables de la gangrène et du tétanos. Les résultats, qui faisaient état d'un taux de mortalité élevé, étaient transmis à Himmler et à l'Oberkommando de la Wehrmacht. Gebhardt était le directeur du sanatorium de Hohenlichen, dans la région de Uckermark, établissement où étaient également soignées des personnalités éminentes du régime. La maîtresse de Himmler, Hedwig Potast, y donna naissance à son premier fils en 1942. Le chef d'état-major personnel de Himmler, Karl Wolff, s'y remit d'une dépression nerveuse en 1943. Après la guerre, Gebhardt fut jugé lors des procès des médecins de Nuremberg en 1947 et condamné à mort. Il fut exécuté le 2 juin 1948. Lors du procès, les procureurs ont présenté des lettres montrant que Himmler avait non seulement approuvé les expériences, mais qu'il était également intervenu personnellement dans leur conception. En août 1942, il écrivit au docteur Rascher pour lui poser des questions précises sur les mécanismes de la mort par hypothermie. Il s'agissait d'une curiosité méthodologique et non morale. La souffrance des victimes n'apparaît pas dans sa correspondance comme un facteur pertinent. L'obsession raciale de Himmler se traduisait par des règlements d'une minutie frôlant l'absurde. Tout membre de la SS devait prouver son ascendance aryenne jusqu'en 1750. Pour les dirigeants de la SS, cette exigence remontait jusqu'en 1650. Tout ancêtre d'origine non aryenne entraînait une exclusion automatique, mais la vérification ne se limitait pas aux documents. Chaque candidat passait un examen racial physique qui évaluait la constitution générale, la morphologie et l'évaluation raciale. Cette dernière catégorie permettait à l'examinateur, généralement un médecin ayant suivi une formation raciale dispensée par les SS, de compenser des caractéristiques négatives par une apparence générale positive, ce qui signifiait que la subjectivité de l'examinateur avait un poids déterminant. En 1939, Himmler introduisit une fiche raciale détaillée énumérant les caractéristiques qui apparaissent principalement en présence de sang d'une autre race, notamment les cheveux noirs de jais ou le nez aquilin. À sa demande expresse, le nez grec, avec peu ou pas de creux à la racine, fut spécifiquement ajouté pour éviter toute confusion.
La taille minimale requise était de 1,70 m. Himmler se mesura lui-même, 174,5 cm, pieds nus, comme il le nota. Il se situait dans les limites requises. Longerich fait remarquer avec une ironie pince sans rire qu'une évaluation objective des caractéristiques physiques de Himmler lui-même, visage rond plutôt qu'ovale, nez large, menton fuyant, silhouette affaissée plutôt que droite, l'aurait classé dans la moyenne, voire en dessous, selon les propres critères de ses examinateurs. Au sein du SS Oberabschnitt Elbe, en 1935 et 1936, 75 à 80% des candidats étaient acceptés. Le système que Himmler présentait publiquement comme une sélection ultra rigoureuse, affirmant en 1937 devant des officiers de la Wehrmacht que seuls entre 10 et 15% des candidats étaient admis, était, dans la pratique, nettement plus permissif. Ce qui importait, ce n'était pas la cohérence scientifique, mais le maintien de la fiction de l'élite. En 1927, Heinrich Himmler fit la connaissance de Margaret Boden, une infirmière de 7 ans son aînée, divorcée et copropriétaire d'une petite clinique de soins infirmiers. Ils se marièrent en juillet 1928. Le petit élevage de poulets qu'ils achetèrent à Waldtrudering fut un désastre financier, comme presque tout ce que Himmler avait tenté avant de se lancer dans la politique. En 1929, l'année de sa nomination au poste de Reichsführer SS, ils la vendirent. Leur mariage n'a jamais été chaleureux. Le journal intime de Margaret, dont des extraits sont conservés au musée américain du mémorial de l'Holocauste à Washington, dresse le portrait d'une femme intelligente et frustrée qui voyait de moins en moins son mari. À l'occasion du 10e anniversaire de leur mariage, elle écrivait « Malgré le bonheur que procure le mariage, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses car H n'est presque jamais à la maison et sa vie n'est que travail. » Au début de l'année 1936, une jeune secrétaire nommée Hedwig Potast commença à travailler au bureau de Himmler. En 1940, ils entamèrent une relation. Himmler lui trouva une maison et entretint cette relation pendant le reste de la guerre, bien qu'il n'ait jamais divorcé de Margaret. Potast lui donna 2 enfants, un garçon, Helge, né en février 1942 au sanatorium de Hohenlychen, et une fille, Nanette Dorothea, née en juillet 1944. Cette double vie était parfaitement connue du cercle restreint de la SS. Himmler ne la cachait pas à ses subordonnés. Ce qu'il veillait toutefois à faire, c'était que personne ne puisse utiliser cette information contre lui, et pour cela, il avait un principe. Lorsque lors de procédures disciplinaires ou pénales, des infidélités conjugales de ses officiers étaient révélées, Himmler avait pour politique de ne pas en informer les épouses, dans l'intérêt de la préservation du mariage. Sa fille légitime, Gudrun, surnommée Puppy, était le grand amour de Himmler. Il lui envoyait des lettres depuis les fronts, des photos de ses inspections, de petits cadeaux. Sa relation avec elle était, selon tous les témoignages disponibles, sincèrement affectueuse. Gudrun était au courant des activités de son père. Après la guerre, elle fut brièvement arrêtée par les forces alliées. Elle vécut jusqu'en 2018, restant active pendant des décennies au sein d'organisations néo-nazies venant en aide aux anciens membres de la SS. L'anticatholicisme de Himmler était, selon Peter Longerich, le véritable cœur de sa cosmologie, plus profond encore que son antisémitisme. Longerich écrit « Il s'intéressait fondamentalement beaucoup plus au christianisme. Le conflit avec le monde chrétien dans lequel il avait grandi revêtait pour lui une signification véritablement existentielle. Les raisons étaient doubles. D'une part, la morale sexuelle chrétienne contredisait directement la révolution démographique que Himmler prévoyait. L'interdiction des relations sexuelles hors mariage, la condamnation de la légitimité, le célibat considéré comme une vertu, tout cela constituait, à ses yeux, un obstacle à la reproduction du bon sang germanique. D'autre part, le principe chrétien de miséricorde était incompatible avec la sévérité qu'exigeait l'extermination des sous-humains. Himmler estimait que l'Église considérait le sexe comme un péché et que cette attitude avait retardé son propre développement sexuel. « Je ne peux m'empêcher de penser que l'Église catholique est responsable du danger que représente l'homosexualité », alla-t-il jusqu'à déclarer, établissant un lien entre sa propre éducation religieuse et ce qu'il appelait la « menace » des tentations homosexuelles.
D'un point de vue strictement biographique, l'homme qui fit de la persécution des homosexuels l'une des missions centrales de son appareil policier et qui envoya entre 10 000 et 15 000 personnes dans les camps pour ce motif, attribuait ses propres insécurités sexuelles adolescentes à la répression catholique. Pour remplacer le christianisme, il envisageait un culte païen germanique. Les SS ont instauré le solstice d'été comme fête officielle, le Yule, en remplacement de Noël. Les funérailles des membres des SS se déroulaient selon des cérémonies propres au mouvement plutôt que selon les rites religieux conventionnels. Le salut au soleil et d'autres pratiques symboliques d'origine prétendument nordique furent introduits. Himmler gardait pour lui ses réflexions sur la réincarnation, il croyait à la renaissance au sein du clan et sur l'immortalité en tant que perpétuation du sang. En privé, il envisageait la possibilité que des figures historiques telles que Gengis Khan, Lénine ou Staline soient en réalité porteuses de gènes aryens perdus, ce qui expliquerait leur capacité de leadership. Cette théorie, que Himmler évoquait dans ses discours pendant la campagne de l'Est, était également un moyen de laisser la possibilité ouverte que l'ennemi soviétique puisse être aussi redoutable qu'il l'était. Car s'il l'était, il devait y avoir du sang germanique dans ses veines. En 1933, il existait un camp de concentration à Dachau. En 1945, le système des camps contrôlés par les SS comprenait plus de 1000 installations de différents types, de grands camps principaux, des sous-camps de travail forcé, des camps de transit, des camps d'extermination, ainsi qu'un réseau d'établissements satellites couvrant pratiquement toute l'Europe occupée. L'architecture de ce système était l'œuvre directe de Himmler. Dès 1934, lorsqu'il nomma Theodor Eicke inspecteur des camps de concentration, il s'attacha systématiquement à étendre le modèle de Dachau à chaque nouvelle installation. Chaque camp était régi par le même code disciplinaire et pénal. Chaque camp était isolé du monde extérieur. Chaque camp disposait de ses propres unités de garde SS, les Totenkopfverbände ou unités de la tête de mort, financées directement par le Reich. Le paradoxe du système résidait dans le fait qu'Himmler déployait de réels efforts pour maintenir l'apparence d'une régularité interne. Il interdisait aux gardes de prendre de leur propre chef des décisions de vie ou de mort, cela relevait de la prérogative de l'administration du camp. Il traduisait en justice en interne les gardes qui commettaient des excès non autorisés. Le but de cette discipline n'était pas d'alléger les souffrances des prisonniers, le taux de mortalité était effroyable et calculé, mais d'exercer un contrôle total et d'empêcher toute fuite d'informations vers l'extérieur. Himmler s'est rendu en personne à Dachau à de nombreuses reprises, notamment lors d'une visite en mai 1935 qui a été photographiée et sur laquelle on le voit sourire au milieu des baraques. En 1934, il a invité des chefs d'entreprise du cercle des amis du Reichsführer SS à une visite guidée. En 1936, il fit de même avec des cadres supérieurs de Siemens, DJ Farben, de la Deutsche Bank et d'autres entreprises privées qui finançaient les activités des SS. Il leur fit découvrir un camp qui, selon ses propres termes, était strict mais juste. En 1944, alors que les camps de l'Est commençaient à être évacués face à l'avancée de l'armée rouge, Himmler ordonna que les prisonniers marchent à pied vers l'intérieur du Reich. Les gardes tuaient quiconque restait à la traîne. Dans les colonnes de la mort de cet hiver-là, le froid, l'épuisement, la faim et les tirs ont tué des dizaines de milliers de personnes en quelques semaines. Le système, qui avait débuté par un camp pouvant accueillir 5000 prisonniers dans une usine de poudre en Bavière, a fini par constituer l'infrastructure du plus grand massacre de l'histoire. En novembre 1938, Himmler se trouvait à Munich pour les commémorations du putsch manqué de 1923. Le 9 novembre, après la mort du diplomate Ernst vom Rath à Paris, assassiné par le jeune Herschel Grünspan en représailles à la déportation de sa famille polonaise, Goebbels a déclenché le pogrom lors de la réunion des anciens combattants à la mairie de Munich. Himmler était présent. Ce qu'il a fait, ou n'a pas fait, au cours des heures qui ont suivi, fait l'objet d'un débat historiographique. Ce qui est certain, c'est que vers minuit, il se trouvait avec Hitler dans son appartement de Munich lorsque les premiers rapports sur l'ampleur des émeutes sont arrivés. C'est alors que Himmler donna des instructions au chef de la Gestapo, Heinrich Müller, à Berlin,
afin que la police n'entrave pas les actions menées contre les Juifs, mais qu'elle empêche le pillage et les violences désorganisées. Il ordonna également que les camps de concentration se préparent à accueillir entre 20 000 et 30 000 prisonniers. Cette nuit-là, entre 25 000 et 30 000 hommes juifs furent arrêtés. 91 personnes trouvèrent la mort dans les violences directes, un chiffre probablement inférieur à la réalité. Des centaines de personnes se suicidèrent. Bon nombre des détenus qui passèrent des mois dans les camps de concentration n'y survécurent pas. Le pogrom marqua un tournant. L'émigration forcée, qui avait été jusqu'alors la politique dominante, montra ses limites. Les négociations internationales visant à faciliter le départ des Juifs allemands devinrent plus difficiles et non plus faciles. Ce que le pogrom avait démontré, c'est que l'État pouvait mobiliser la violence de masse contre les Juifs sans faire s'effondrer l'ordre social général. Himmler en tira également une autre conclusion, qui serait consignée dans une note préparatoire à un discours de février 1939. La solution radicale du problème juif pousse la communauté juive à nous combattre, au prix, s'il le faut, d'une guerre mondiale. Il s'agissait là d'un renversement de cause à effet qu'il mettrait lui-même en pratique jusqu'au bout. Les Juifs étaient responsables de toutes les conséquences engendrées par leur propre persécution. Le 3 septembre 1939, 2 jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, Himmler donna un ordre. Les insurgés polonais armés pris en flagrant délit devaient être fusillés sur le champ. 4 jours plus tard, il fit savoir par téléphone que les exécutions devaient être menées par la police et non par l'armée. Les Einsatzgruppen, 7 unités comptant chacune entre 200 et 500 hommes, pénétrèrent en Pologne avec pour mission de neutraliser les éléments dirigeants de la société polonaise. En octobre 1939, Heydrich exigea que la liquidation des principaux Polonais, déjà en cours, soit achevée le 1er novembre. Parmi les cibles figuraient l'intelligentsia polonaise, le clergé, la noblesse, les militaires et les Juifs. Les chiffres sont difficiles à établir avec précision, mais les estimations les plus rigoureuses indiquent que, pendant les opérations de combat et les premiers mois de l'occupation, les SS, la police et, dans certains cas, la Wehrmacht ont tué des dizaines de milliers de civils polonais. Le général Johannes von Blaskowitz, commandant militaire de l'Est, a présenté 2 mémorandums en novembre 1939 et janvier 1940 au commandant de l'armée, dénonçant ces atrocités. Dans un passage, il écrivait « L'impression qui domine avant tout est que les dirigeants de la SS agissent selon un plan d'extermination systématique du peuple polonais. » Lorsque von Brauchitsch transmit ses plaintes à Himmler lors de réunions en janvier et février 1940, le Reichsführer admit des erreurs, mais insista sur le fait qu'il agissait avec l'accord d'Hitler. En mars, il prononça un discours devant les hauts commandants de l'armée dans lequel il minimisa les rapports faisant état d'atrocités. Les généraux qui avaient exprimé leur indignation morale acceptèrent cette explication et passèrent à autre chose. L'impunité instaurée par Himmler en Pologne servit de modèle à tout ce qui suivit. Le principe était désormais établi. L'appareil des SS pouvait agir en marge de la juridiction militaire, les crimes des officiers SS n'étaient pas jugés par les tribunaux ordinaires, et l'autorité d'Hitler couvrait tout acte commis en son nom. Le 22 juin 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique, débuta la phase la plus brutale de la guerre d'extermination que Himmler avait conçue. Les Einsatzgruppen qui ont opéré à l'Est en 1941 à 1942 étaient divisés en 4 groupes principaux A, B, C et D qui suivaient les différents groupes d'armées allemands. Leurs ordres, selon les témoignages de leurs propres membres lors des procès ultérieurs, comprenaient la liquidation des Juifs, des commissaires politiques soviétiques et d'autres éléments hostiles au Reich. Himmler lui-même s'est rendu à plusieurs reprises sur le front de l'Est au cours de ces mois-là, supervisant personnellement les opérations. En juillet 1941, il a assisté à Brest-Litovsk à l'exécution par fusillade de prisonniers soviétiques. En août, il a assisté à l'exécution massive aux abords de Minsk décrite dans la fiche numéro 13. Les rapports de situation des Einsatzgruppen, les célèbres Einsatzgruppen Reports, numérotés de 1 à 195 pour la période comprise entre juin 1941 et avril 1942,
documente des assassinats systématiques avec des chiffres qui s'accumulent semaine après semaine. En octobre 1941, l'Einsatzgruppe A avait tué plus de 100 000 personnes. Le rapport Jäger, signé par le commandant de l'Einsatzkommando 3, Karl Jäger, documente l'extermination de 137 346 personnes en Lituanie entre juillet et novembre 1941, dans une liste qui comprend les dates, les lieux et une ventilation par catégorie, hommes, femmes, enfants. À l'automne 1941, la brigade de cavalerie de la SS sous le commandement d'Hermann Fegelein, qui deviendrait plus tard le beau-frère d'Eva Braun, opérait dans les zones marécageuses de Biélorussie. Dans son rapport final de septembre 1941, elle a signalé 14 178 partisans neutralisés, 1001 partisans neutralisés et 699 membres de l'armée rouge. Le terme euphémique, pillard, faisait principalement référence aux Juifs. Le propre Erich von dem Bach-Zelewski, un commandant SS et de la police de haut rang en Russie centrale, a subi un effondrement physique et mental en mars 1942 après avoir participé à ces opérations. Son médecin, le général SS Robert Grawitz, a informé Himmler que Bach-Zelewski était arrivé pour recevoir un traitement complètement épuisé, après avoir eu des hallucinations liées aux actions qu'il avait ordonnées lui-même. Himmler a répondu par une lettre pour le rassurer qu'il n'avait jamais douté qu'il restait « ton ancien toi ». Au cours des derniers mois de la guerre, alors que la machine qu'il avait mise en place continuait de fonctionner, les derniers convois de Juifs hongrois arrivèrent à Auschwitz en mai et juin 1944, Himmler commença à explorer des voies de négociation avec les alliés occidentaux. Ses émissaires en Suède et en Suisse ont pris contact avec des représentants du Joint Distribution Committee juif américain et de la Croix-Rouge internationale. En octobre 1944, il a rencontré personnellement Jean-Marie Musi, ancien président de la Confédération suisse. En échange de devises ou de matériel de guerre, il proposait la libération de groupes de Juifs des camps de concentration. En janvier 1945, 1200 personnes de Theresienstadt furent effectivement transférées en Suisse. Parallèlement, en avril 1945, par l'intermédiaire de son masseur personnel Félix Kersten et du représentant du Congrès mondial juif Norbert Massur, qui s'était rendu secrètement à Berlin en pleine guerre pour le rencontrer, Himmler tenta d'établir le contact avec les services de renseignement alliés. Le 23 avril 1945, sans en informer Hitler, Himmler rencontra le comte Folke Bernadotte de la Croix-Rouge suédoise, dans la ville de Lübeck. Il lui proposa de se rendre aux alliés occidentaux, à l'exclusion de l'Union soviétique. Bernadotte transmit cette offre. Les alliés la rejetèrent. Lorsque la nouvelle de cette offre fut diffusée par la BBC, Hitler en prit connaissance. Il qualifia Himmler de « plus grand traître de toute l'histoire allemande » et le destitua de toutes ses fonctions. Jusqu'alors, dans les derniers jours du Troisième Reich, Himmler avait été le deuxième homme le plus puissant du Reich. Le 2 mai 1945, Himmler se rasa la moustache, enfila l'uniforme d'un sergent de la Wehrmacht et rejoignit un groupe de réfugiés qui tentaient de franchir les lignes alliées. Il était muni de faux papiers au nom de Heinrich Hitzinger. Le 21 mai, il fut arrêté lors d'un contrôle de la police militaire britannique près de Bremervörde. Il marchait depuis 2 jours. Le 23 mai 1945, au camp d'interrogatoire numéro 31 des forces britanniques près de Lunebourg, le capitaine Tom Sylvester recevait comme à son habitude les détenus. Lorsque 3 hommes du groupe exigèrent d'être reçus immédiatement, ce qui était inhabituel car la plupart des prisonniers faisaient tout leur possible pour ne pas attirer l'attention, il les fit entrer. Le plus petit des 3, d'allure maladive, vêtu d'habits civils usés, retira un cache-œil noir qui lui couvrait l'œil droit et enfila des lunettes à monture en corne. Puis il se présenta calmement. Heinrich Himmler, ancien Reichsführer SS et chef de la police allemande, ancien commandant de l'armée de réserve de la Wehrmacht, ancien ministre de l'Intérieur du Reich. Au cours de la fouille, Sylvester a trouvé dans la veste de Himmler une petite boîte contenant une ampoule en verre remplie d'un liquide incolore. Himmler a expliqué qu'il s'agissait d'un médicament contre les crampes d'estomac. Une deuxième boîte identique fut découverte quelques instants plus tard. Sylvester, soupçonnant la présence d'une 3e ampoule cachée dans une cavité corporelle,
ordonna une fouille minutieuse incluant toutes les ouvertures du corps à l'exception de la bouche. Il ne voulait pas que Himmler l'avale. On lui servit des sandwichs au fromage et du thé. Il les mangea avec un air apparemment normal. Un officier de renseignement de haut rang arriva à Lunebourg cet après-midi-là et l'interrogatoire officiel commença. Vers minuit, il fut transféré au quartier général de la 2e armée britannique dans la même ville pour un examen médical. Le médecin, le capitaine C.G. Wells, tenta d'examiner la bouche de Himmler. Ce faisant, Himmler tourna la tête et mordit l'ampoule. Il s'effondra en quelques secondes. 15 minutes après des tentatives désespérées de réanimation, tout était fini. 3 jours plus tard, sans cérémonie religieuse, sans cercueil, sans pierre tombale, 4 sergents britanniques et un officier enterrèrent le corps dans un lieu non signalé aux alentours de Lunebourg. L'emplacement exact ne fut pas révélé publiquement. L'homme qui, pendant 12 ans, avait dirigé l'appareil de terreur le plus sophistiqué de l'histoire moderne européenne, est mort en se mordant la langue pour échapper à un procès. L'officier qui, depuis des années, exigeait de ses subordonnés qu'ils assument la responsabilité de leurs actes, qui prônait que mourir en soldat était un honneur, qui se moquait des suicides des membres de la SS en les qualifiant de « fuite », est mort exactement ainsi, en fuyant. Longerich conclut son analyse par une question à laquelle il n'y a pas de réponse facile. Comment expliquer Himmler? La réponse la plus commode, le monstre atypique, l'aberration de l'histoire, ne tient pas la route face aux faits. Le psychiatre Gustave Gilbert, qui a interrogé les accusés à Nuremberg, lui a fait passer un test d'intelligence. Himmler aurait obtenu environ 143 points. Il était intelligent, cultivé au sens strict de la bourgeoisie bavaroise de son époque et animé d'une véritable passion pour la lecture. C'était également un gestionnaire efficace, la capacité de prendre une organisation de 280 hommes et d'en faire une de 300 000 en 3 ans tout en mettant en place, en parallèle et de manière cohérente, le système policier le plus complet d'Europe exigeait de réelles compétences organisationnelles. Il était méticuleux jusqu'à en devenir ridicule. Il envoyait des instructions à ses commandants concernant les toasts et les flocons d'avoine du petit déjeuner des troupes. Il tenait un fichier de fiches répertoriant chaque cadeau qu'il avait offert à chaque personne et à quelle date. Il interdisait aux officiers de la SS de s'appeler R. Entre eux, ils devaient utiliser leur grade et exigeait qu'ils retirent leurs gants avant de serrer la main. Et en même temps, il était l'architecte du système qui a causé la mort d'environ 11 millions de personnes, 6 millions de juifs, plus 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques, 1,5 million de civils polonais non juifs, des centaines de milliers de Roms, des dizaines de milliers d'homosexuels, de témoins de Jéhovah et de personnes handicapées. Ce qui rend le cas de Himmler si difficile à accepter, c'est précisément qu'il ne correspond pas à l'archétype du fou ou du sadique. C'était un bureaucrate, sa cruauté avait un but. Ses meurtres avaient une justification idéologique. Et cette justification, l'idée qu'il purgeait l'Europe pour construire une civilisation plus élevée et plus pure, il l'avait élaborée avec la même minutie bureaucratique que celle avec laquelle il gérait les fiches de paie de ses subordonnés. À l'automne 1943, devant les dirigeants de la SS à Poznan, il expliqua que ce qu'il faisait constituait une page glorieuse de notre histoire qui n'a jamais été écrite et qui ne le sera jamais. Il était conscient que le monde, s'il en prenait un jour connaissance en détail, ne qualifierait pas cela de gloire, et il l'a fait quand même. C'est cela le plus effrayant. Pas la pathologie, la délibération. L'homme qui a organisé l'Holocauste n'était pas fou, il était convaincu, et il croyait, jusqu'au bout, qu'il avait agi avec dignité. Le 23 mai 1945, 4 sergents britanniques ont creusé une fosse anonyme quelque part dans la campagne de Basse-Saxe. Il n'y a pas eu de fleurs, il n'y a pas eu de discours, aucun membre de la famille n'était présent. Quelque part dans cette terre sans nom repose ce qui reste de Heinrich Luitpold Himmler, le 2e fils du professeur Gebhard Himmler de Munich, l'étudiant en agronomie raté, le poète amateur, l'amoureux des poulets et des fermes, le lecteur vorace de sagas teutoniques, le père qui envoyait des photos de ses inspections à sa fille Gudrun, et l'homme qui a construit Dachau, Auschwitz, Treblinka, Sobibor et Belzec, l'homme qui a signé les ordres destinés aux Einsatzgruppen, l'homme qui a écouté les rapports sur les camps d'extermination et a demandé si l'efficacité pouvait être améliorée, l'homme qui a parlé devant ses généraux de 100, 500, 1000 cadavres et qui a qualifié cela de page glorieuse de l'histoire.
L'histoire n'oubliera pas et elle ne devrait pas oublier.